Bonjour à tous, donc je m'appelle Enora Louisil, je suis médecin généraliste et je vais vous présenter aujourd'hui mon travail de thèse que j'ai présenté en décembre dernier à l'Université de Grenoble, qui concerne l'infection par le VIH dans l'Ouest guyanais à travers une étude comparative du statut immunologique au diagnostic entre les patients dépistés à Cayenne, donc au CHAR, et ceux dépistés à Saint-Laurent-du-Maroni, au CHOG, donc entre 2007 et 2017. Je suis très contente de pouvoir participer à ce congrès puisque je l'avais présenté à Grenoble, mais ça fait plutôt tout son sens de pouvoir le présenter ici en Guyane. Donc merci de m'avoir permis de le présenter ici. Donc je vais tout d'abord revenir un petit peu sur le contexte de l'étude et pourquoi j'ai choisi ce sujet. Et après, je vais suivre un plan classique. Je vais revenir tout d'abord un peu sur l'Ouest guyanais. Donc moi, j'ai pu réaliser un interchu lors de mon internat en été 2018 à Saint-Laurent-du-Maroni au CHOG en service de médecine polyvalente. Et j'étais à ce moment-là avec le docteur Ouedraogo qui était assistante en infectiologie. Et on s'était fait la réflexion ensemble qu'on avait vraiment beaucoup de découvertes de VIH et surtout à des stades très tardifs, donc avec des infections opportunistes très sévères, donc notamment beaucoup d'histoplasmose, de pneumocystose. Et souvent, les CD4 étaient inférieurs à 50, voire inférieurs à 10. Donc on s'est demandé un petit peu pourquoi les gens arrivaient aussi tardivement avec des stades aussi sévères. Et on avait l'impression que c'était en train de s'aggraver à Saint-Laurent-du-Maroni. Et on voulait un petit peu comprendre et faire un état des lieux sur le pourquoi. Et le comparer aussi à Cayenne, puisque selon le dernier Corévi de 2019, la situation semblait se stabiliser à Cayenne et s'aggraver à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on voulait essayer de le prouver, que les gens étaient dépistés plus tardivement à Saint-Laurent-du-Maroni, et essayer de comprendre pourquoi. Donc de là est née l'idée de cette thèse. Donc Saint-Laurent-du-Maroni, comme vous le connaissez, c'est une ville qui se situe ici, à la frontière entre le Suriname et la Guyane française, donc qui est une ville frontalière avec le Suriname, à majorité ethnique bushinangé, avec des mouvements de population assez importants depuis les années 80 entre le Suriname notamment et la Guyane française, de par la guerre civile dans les années 80, et également la nouvelle ruée vers l'or depuis les 20 dernières années, qui ont créé des mouvements de population, notamment du Suriname et du Brésil, vers l'ouest guyanais. Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une ville avec une population très jeune, donc à croissance exponentielle, donc puisque 44% de la population a entre 0 et 14 ans. Il y a un taux de natalité qui est très élevé, avec plus de 2,5 enfants par femme, 3,5 pardon, et un taux de chômage élevé. Donc pour reparler un petit peu de l'infection par le VIH et son contexte actuel au niveau mondial, donc c'est vrai que depuis l'avènement des trithérapies antirétrovirales, les objectifs ONU-SIDA de 2020 étaient à la hausse, avec une volonté de 90% de personnes dépistées, 90% de personnes sous traitement, avec 90% de charge virale indétectable. Lorsqu'on regarde les derniers chiffres, au niveau mondial comme au niveau français, on constate qu'il y a encore des efforts à faire, surtout sur le dépistage, puisque c'est 79% de personnes qui connaissaient leur statut en 2018 au niveau mondial, et 84% en France. La Guyane française, c'est le département français qui est le plus touché par le VIH, avec une prévalence qui était autour de 1,3% de la population en 2009. Il y a un taux de découverte qui est encore très élevé, avec 896 pour 1 million d'habitants en 2018. Et la particularité de ces nouvelles découvertes, c'est que 80% de cette population était d'origine étrangère des pays limitrophes, donc notamment le Suriname, le Brésil et aussi le Guyane. Donc comme je vous le disais, la Guyane est le département français le plus touché par l'épidémie du VIH et la situation semble s'aggraver dans l'ouest guyanais, donc notamment à Saint-Laurent-du-Maroni par rapport à Cayenne, avec des stades avancés d'immunodépression, donc puisque les 30% des patients dépistés avaient des CD4 inférieurs à 200 en 2016, au niveau de l'ouest guyanais. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les nouveaux diagnostics VIH
dans l'ouest guyanais ont certaines caractéristiques par rapport au reste de la Guyane. Donc le taux de létalité est assez élevé, donc 6%, contre 1% pour le reste de la Guyane d'après le dernier Corévi en 2015, avec une majorité de femmes dépistées et de personnes migrantes. Donc les objectifs maintenant de notre étude, l'objectif principal c'était de comparer le niveau d'immunité des patients séropositifs pour le VIH au diagnostic, donc entre ceux qui étaient dépistés à Cayenne au CHAR et ceux qui étaient dépistés à Saint-Laurent-du-Maroni au CHOG entre 2007 et 2017. Et nos objectifs secondaires, c'était tout d'abord d'identifier les facteurs associés au dépistage tardif à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni, et de comparer les deux centres. Donc ensuite, matériel et méthode. Donc nous avons mené une étude observationnelle rétrospective qui comparait nos deux cohortes entre le bras CHOG, Saint-Laurent-du-Maroni, et le bras CHAR à Cayenne. Donc nous avons tiré toutes nos données du logiciel NADIS, qui est un dossier médical informatisé qui concerne le suivi des patients infectés par le VIH et les hépatites. Et nous avons collecté toutes les données entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017. Notre critère de jugement principal était composite, donc il y avait deux facteurs, le stade CDC au diagnostic et le nombre de CD4 au diagnostic. Donc j'ai remis le tableau du stade CDC selon l'OMS, donc qui est catégorisé selon le nombre de CD4 au diagnostic et les catégories cliniques, donc avec un stade A asymptomatique ou primo-infection, un stade B symptomatique sans les critères SIDA et un stade C avec les critères SIDA. Chaque sous-catégorie est recatégorisée en fonction du nombre de CD4 au diagnostic, soit plus de 500, entre 200 et 499 et inférieur à 200. Donc nous avons défini un dépistage tardif par un stade C, donc avec des critères stade SIDA, ou des CD4 inférieurs à 200. Donc toutes les personnes en rouge sur le tableau. Donc voilà l'ensemble des variables analysées dans l'étude qui étaient disponibles avec le logiciel NADIS. Donc le sexe, l'âge au diagnostic, le pays de naissance, le motif de dépistage, les circonstances de dépistage, l'orientation sexuelle, bien sûr le stade CDC, le nombre de CD4 au diagnostic, la présence ou non d'une co-infection par le virus de l'hépatite B ou C, et la présence ou non d'une toxicomanie active ou ancienne. Donc nous avons fait une analyse statistique grâce à un test statistique de Ki2, où nous avons comparé les deux bras, bras CHAR et bras CHOG, en fonction de ceux dépistés tardivement, c'est-à-dire le stade C et ou des CD4 inférieurs à 200, et par exclusion tous les autres que nous avons mis en dépistage non tardif. Ensuite, pour l'analyse des objectifs secondaires, nous avons également réalisé des tests de statistiques Ki2 sur chacun des variables analysées, en univarié ainsi qu'en multivarié grâce à une régression logistique. Donc, soit la partie résultats. Donc, voici le flowchart de notre étude. Nous avions 1137 patients éligibles pour l'étude, donc majeurs et dépistés séropositifs pendant la période étudiée. Et malheureusement, nous avons pu en inclure que 444 dans le bras CHAR et 289 dans le bras CHOG, puisque certains avaient une absence d'information sur le stade CDC et ou le nombre de CD4 au dépistage. Donc voilà une description rapide de nos populations. Donc concernant le bras CHOG, on avait une petite majorité de femmes avec 56%. Ils avaient majoritairement entre 30 et 49 ans de diagnostic pour 53% des cas. Ils étaient majoritairement d'origine surinamaise, 57% des cas. Et 95% d'entre eux étaient d'orientation hétérosexuelle. Concernant le bras CHAR, on retrouve sensiblement les mêmes caractéristiques, avec cependant une petite majorité d'hommes à 51%. La majorité est également dépistée entre 30 et 49 ans. 88% d'entre eux étaient d'orientation hétérosexuelle. Et par contre, au niveau du pays de naissance, on avait une majorité de patients d'origine haïtienne à 50%. Donc, concernant le type, le motif et les circonstances de dépistage, dans les deux bras, la majorité avait été dépistée grâce à un test ELISA. Donc,
pour le SHOG, on avait une majorité de personnes dépistées par des symptômes et des signes cliniques liés au VIH pour 21%, et en situation de grossesse avec 16%, contre 7% au CHAR. Dans les deux bras, on constatait que les circonstances de dépistage avaient été réalisées plutôt à la proposition d'un médecin. Donc les résultats de notre objectif principal. Donc concernant le bras SHOG, on avait 48% de patients qui étaient dans le groupe dépistage tardif. Donc je répète encore, c'est-à-dire avec un stade CDC-C et ou des CD4 inférieurs à 200, contre 31% de patients dans le bras CHAR. Donc après réalisation du test statistique, on retrouve une différence significative entre les deux bras. Donc on a bien les patients du groupe SHOG qui ont été dépistés plus tardivement entre 2007 et 2017 que les patients du groupe CHAR. Donc là, j'ai réimagé un petit peu le stade CDC d'un côté et le nombre de CD4, le CHAR par rapport au SHOG. Et donc on voit que le stade C est plus important au SHOG et que le nombre de CD4 inférieur à 200 est bien plus important également au SHOG qu'au CHAR, 44% pour le SHOG, 27% pour le CHAR. Donc c'était juste pour montrer un petit peu l'évolution au cours du temps des dépistages tardifs. Donc comme on le voit au CHAR, donc la courbe bleue qui représente les dépistages tardifs est plutôt stable, quoique en légère augmentation, alors qu'au SHOG, on a une nette augmentation à peu près depuis 2012 des dépistages tardifs qui dépassent même les dépistages non tardifs. Donc ensuite, les résultats des objectifs secondaires. Donc après analyse univariée, les principaux facteurs de risque de dépistage étaient. Donc je passe sur la diapositive suivante où il y avait le flowchart. Le fait d'être un homme, avec un odd ratio à 3,27. Le fait d'être dépisté entre 30 et 49 ans. Le fait d'être dépisté avec des signes cliniques liés au VIH, ce qui est assez logique. Et la co-infection d'un virus par le virus de l'hépatite B et ou de l'hépatite C était également un facteur de risque de dépistage tardif. En termes de facteurs protecteurs, on retrouvait donc le fait d'être une femme au diagnostic, le fait d'avoir été dépisté à la demande du patient et le fait d'avoir été dépisté en situation de grossesse. Donc l'analyse multivariée par régression logistique nous a donné peu de résultats, mais ce qui ressortait statistiquement valide, c'était le fait d'être un homme et le fait d'avoir entre 30 et 49 ans au diagnostic. Ensuite, concernant les résultats des objectifs secondaires pour le bras CHAR, on retrouvait sensiblement les mêmes résultats. Je passe sur le flowchart. Donc le fait d'être un homme est également dans le bras CHAR un facteur de risque de dépistage tardif. Le fait d'avoir des signes cliniques liés au VIH également. La co-infection pour le virus de l'hépatite B et ou de l'hépatite C, aussi un facteur de risque de dépistage tardif. Et en facteur protecteur, on retrouve également la grossesse. Alors la petite différence, c'est que les patients qui étaient nés au Suriname avaient un facteur de risque de dépistage tardif. Le fait d'être né au Suriname, était un facteur de risque de dépistage tardif dans le bras CHAR. Donc ensuite, on a comparé le bras SHOG et le bras CHAR, et la principale différence qu'on a trouvée, que ce soit en analyse univariée ou multivariée, est le pays de naissance. Donc, c'est-à-dire le fait d'être né au Suriname au SHOG revenait comme facteur de dépistage tardif, et le fait d'être né à Haïti au CHAR. On avait aussi un manque de données qui était plus important au CHAR qu'au SHOG. Donc passons à la partie discussion. Donc ce qu'on peut retirer de nos principaux résultats, c'est que le diagnostic du VIH est de façon globale tardif en Guyane. Donc ça représente 38% de nos patients bras SHOG et CHAR confondus. Et donc que les patients du SHOG sont dépistés plus tardivement, entre 2007 et 2017, avec un niveau immunitaire plus faible qu'au CHAR à Cayenne. Donc concernant les facteurs de risque de dépistage tardif, donc on retrouve dans les deux bras le fait d'être un homme. Donc ça peut s'expliquer par le fait que les femmes sont dépistées systématiquement lors de leur grossesse, étant donné qu'il y a 3,5 enfants par femme en moyenne en Guyane, elles ont plus de chances dans leur vie de pouvoir faire des dépistages que les hommes. Donc le fait qu'on retrouve
un âge entre 30 et 49 ans comme facteur de risque de dépistage tardif est expliqué par sûrement un défaut de diagnostic lors de la primo-infection qui doit avoir lieu entre 20 et 30 ans en moyenne, avec un délai de 10 ans jusqu'à un stade sida. Donc finalement, on retrouve sensiblement les mêmes facteurs de risque de dépistage tardif au CHOP comme au CHAR, mis à part le fait d'être né au Suriname, qui était facteur de risque de dépistage tardif au CHAR. Donc ça peut s'expliquer par l'organisation du système de soins guyanais, puisque les données des CDPS, donc qui sont les centres de santé, que sont par exemple Maripasoula et Grand Santi, situés sur le fleuve du Maroni, font partie des chiffres du Brachard. Et en fait, cette population appartient géographiquement à l'ouest guyanais. Donc en fait, ces données ressortent positives au CHAR, mais appartiennent en fait à notre cohorte de l'ouest guyanais. Donc finalement, dans les deux bras, on avait les mêmes caractéristiques de population à cibler, mais ils n'étaient pas de la même origine. Donc c'était plutôt des patients d'origine haïtienne au CHAR et plutôt des patients d'origine surinamienne au CHOG. Donc ceci s'explique évidemment par le fait que la Guyane est frontalière avec le Suriname. Et en fait, avant 2015, les patients dépistés séropositifs n'étaient traités que par traitement antirétroviral que si leur taux de CD4 était inférieur à 200. Donc, ce qui peut expliquer qu'il y a eu des patients avec des charges virales élevées non traitées qui ont pu participer à une propagation virale du côté surinamien et qui a été transmis également à la Guyane française lors des mouvements de population. Donc ensuite, nous avons réalisé 5 entretiens très courts pour essayer de comprendre le parcours de soins des personnes dépistées séropositives à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc ces 5 entretiens qui ont été réalisés en mars 2019 pour des patients qui avaient été tous dépistés un mois avant pour éviter le biais de mémorisation. Donc c'est pas du tout une étude qualitative, c'est juste pour donner une idée et essayer de comprendre le facteur humain du dépistage tardif dans l'ouest guyanais. Donc, les patients avaient entre 28 et 54 ans. Il y avait 3 hommes et 2 femmes, et ils provenaient pour 2 d'entre eux du Suriname, une d'entre elles d'Haïti, Guyana et France. Donc ils étaient majoritairement au chômage. Et nous avons, pour 3 d'entre eux, ils étaient au stade C au diagnostic, une au stade A et un au stade B. Donc j'ai recatégorisé 3 catégories par rapport aux entretiens menés. Ce qui revient beaucoup, c'est concernant la représentation de la maladie, le fait que le VIH est une maladie mortelle. Donc ils disaient et décrivaient bien tous qu'avant d'avoir été dépistés, pour eux le VIH, c'était une maladie, une fois qu'on l'avait, on n'en revenait pas, on mourait directement. Et ce qui participait au fait que cette maladie restait très stigmatisante dans leur tête comme celle de leur famille, et que pour 3 d'entre eux, ils parlaient d'une discrimination familiale et d'une peur de parler de la maladie. Concernant la connaissance du VIH, ils connaissaient à peu près tous le mode de transmission et l'existence du virus avant d'avoir été dépistés. Mais par contre, le mode de dépistage et la façon d'accéder au dépistage étaient moins connus pour eux. Par rapport à la sexualité, donc on retrouvait dans les entretiens un cas où il y avait eu des situations de prostitution régulières, un cas où il y avait eu un viol collectif qui avait expliqué le dépistage, et un cas où il y avait énormément de multipartenariats. Donc j'ai essayé de regrouper en 4 axes les principaux résultats des entretiens menés. Donc ce qu'on retrouve d'abord, c'est que l'Ouest guyanais, c'est bien plus qu'une frontière administrative entre la Guyane et le Suriname, mais une véritable zone d'échange et de carrefour économique et culturel, et que c'est qu'une même population qui vit de part et d'autre du fleuve, avec une croissance démographique importante du côté surinamien vers le côté guyanais. Donc
Un autre axe qui peut expliquer un petit peu le retard au diagnostic, c'est que le VIH reste un sujet tabou qui entraîne une méconnaissance de la maladie et donc peut participer au fait d'un retard au diagnostic par manque d'information et stigmatisation. Ensuite, concernant les facteurs de risque relatifs à la sexualité, donc la société bushinangé est de tradition polygyne et ça a pu participer à une possible propagation virale. Ensuite, il existe des réseaux de prostitution de part et d'autre du fleuve, et c'est quelque chose que je n'ai pas pu étudier lors de mon étude, mais ces réseaux de prostitution peuvent également participer à la propagation virale le long du fleuve. La dernière chose, c'est qu'il existe une difficulté d'accès aux soins qui est multifactorielle dans l'ouest guyanais. Tout d'abord de l'ordre géographique, puisqu'il y a beaucoup de villages isolés sur le fleuve qui ont peu ou pas d'accès aux soins de santé, malgré les CDPS, et aussi légal, puisque comme on l'a vu, 80% des personnes dépistées sont d'origine étrangère, et certaines d'entre elles n'ont pas encore pu avoir accès à l'AME, qui exige 3 mois de présence sur le territoire. Donc les forces et les limites de notre étude. Donc c'est une étude originale puisqu'elle compare les 2 principaux centres hospitaliers guyanais et qu'à notre connaissance, ça n'avait pas encore été fait, sur une base de données représentative avec un recueil sur 10 ans. Et nous avons réalisé une analyse multivariée qui, même s'il n'a pas donné beaucoup de résultats par manque de données, a eu le mérite d'être fait. Ensuite, les limites de notre étude. Donc, il existe un biais de sélection, puisque il y a une partie, donc 30% des patients qui avaient été éligibles qui n'ont pas pu être inclus à cause du manque de données. Un biais de recueil également avec un manque de données important au niveau de la base NADIS, qui a fait que nous avions peu de résultats au niveau de l'analyse multivariée. Également un biais de confusion, puisqu'il y a un lien direct entre la maladie et le facteur d'exposition, notamment sur les signes cliniques liés au VIH, au dépistage. Pour conclure, que pouvons-nous mettre en place pour un dépistage optimal ? Donc, d'après notre étude, notre population à cibler au dépistage est une population qui est précaire avec un accès limité aux soins le long du fleuve, donc notamment les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes présentant une toxicomanie, les patients co-infectés par le virus de l'hépatite B et C. Et donc nous devons adapter nos stratégies de dépistage et d'information avec des campagnes mobiles le long du test, en proposant pour ce des trodes et des autotests le long du fleuve, mais notamment développer le dépistage dans les cabinets de médecine de ville, et de réaliser des campagnes d'éducation pour éviter le manque d'information et la stigmatisation du VIH le long du fleuve. Donc l'idée est également d'assurer un meilleur accès aux soins sur tout le long du fleuve, du côté surinamien comme français, et c'est la volonté du nouveau choc qui a ouvert ses portes en 2018 que j'ai vu ouvrir lors de mon interchu. Et bien sûr qu'il y ait accès à un traitement quel que soit le nombre de CD4 au Suriname, mais c'est déjà la règle depuis 2015 et nous allons en voir les répercussions sur les prochaines années. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis à votre écoute s'il y a la moindre question. Bonne journée à vous. Moi, je voulais, il y a Enora qui est l'interne qui a fait cette travail. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Et je voulais juste faire un commentaire par rapport à les stratégies 90-90-90 de l'OMS. Et on voit très bien que les efforts, il faut les cibler sur les dépistages et justement dans l'Ouest, essayer de trouver, de favoriser les dépistages à un stade précoce. C'est là où il y a tous les enjeux. Et donc tu parlais, Enora, sur les choses qui sont faites déjà, donc dans les CDPS, dans les CECHID. Et donc moi, justement, ce que tu disais, que probablement c'est les femmes qui sont plus dépistées, probablement à un stade précoce par rapport à la maternité.
Est-ce que vous avez pu faire des pistes d'action, des choses pour améliorer le dépistage des sommes, par exemple? Alors non, moi j'ai fait juste 6 mois l'été 2018 sur mon interchu et je suis restée au CHOG. Et c'est vrai que cette réflexion, je l'ai eue après coup, puisque je l'ai fait l'étude quand j'étais en France, en métropole, et qu'on s'est rendu compte des résultats après. Et j'ai pas, on n'a pas agi par rapport aux résultats à ce moment-là. Et en tout cas, on te remercie beaucoup parce que on imagine que se connecter de Madagascar, ça doit être quand même assez difficile. Donc merci beaucoup. Non mais pas de souci. Je tenais juste à être là pour dire que j'ai fait ce sujet de thèse alors que je suis restée juste 6 mois en Guyane et que ça comptait pour moi de présenter ce sujet, et que ça me fait plaisir en tout cas d'avoir pu le présenter ici. Et donc merci de m'avoir permis de le présenter. Et voilà, c'était important pour moi que ce soit présenté en Guyane parce que ça prend tout son sens. C'était surtout ça. Merci à toi. Merci.